Salut à toi, c'est Jenny, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler de haute performance aujourd'hui. On va parler plus précisément d'une idée de l'Optimize Coaching que j'avais adoré il y a quelques années, que j'avais beaucoup partagé ici et que je vis aujourd'hui d'une manière bien plus nuancée. Et je voudrais te partager toutes ces pensées-là aujourd'hui. Je pense qu'elles sont vraiment importantes. Pendant longtemps, j'ai été fasciné par le domaine de la haute performance et je le suis toujours d'ailleurs. C'est un domaine qui me parle beaucoup, qui m'inspire, auquel j'aspire d'une certaine forme aussi. Cette idée, je l'avais donc beaucoup mentionnée à l'époque, c'est la fameuse boucle identité, entraîne comportement, entraîne émotion. J'en parlais vraiment dans une dizaine ou une quinzaine d'épisodes. On va se faire une sorte de thèse, antithèse, synthèse sur cette idée aujourd'hui avec, on va dire, une pensée revisitée avec les années. Reste bien avec moi, je suis convaincu que ça peut t'aider. Et comme toujours, avant de démarrer, un disclaimer. Je te partage mes propres réflexions. Je ne détiens aucune vérité. Sens toi complètement libre de garder ce qui te parle et n'hésite pas à challenger ou à jeter tout le reste. Donc, on démarre. Quelle est la thèse de de cette idée, pardon, identité, comportement, émotion? Alors, très simple. En général, dans notre vie, quand on est en pilote automatique, le schéma est inversé. Une émotion ou un sentiment entraîne un comportement de notre part, et ce comportement renforcé avec le temps dessine, façonne notre identité, qui nous sommes. Un exemple très simple que je partageais beaucoup, je me réveille, j'ai la flemme, ou en tout cas j'ai un état émotionnel qui est assez bas. Cette flemme va dicter ma journée, donc je ne vais pas faire mon entraînement, ou je vais procrastiner sur mon travail. Et si je fais ça suffisamment souvent, je vais renforcer une identité de feignant, en fait, de procrastinateur. Et bien sûr, quand on parle de haute performance, ce schéma n'est absolument pas sexy parce qu'il signifie d'une certaine manière qu'on est à la merci de nos émotions. Si j'ai pas envie aujourd'hui, c'est ma flemme qui décide. J'ai pas de contrôle en fait. Or, on sait tous très bien que c'est clairement pas une stratégie qui nous mènera là où on veut aller. Et puis, on sait que parfois, le simple fait de se mettre en mouvement change la donne. Ça peut aussi largement influencer comment on se sent. Donc, l'idée générale ici, c'est, en tout cas dans cette idée-là, c'est de retourner le processus. On part de l'identité, qui je suis, qui je veux devenir. De cette identité découle un comportement, des actions, et de ces actions découle une émotion, une sensation, un ressenti. Un exemple concret, peu importe si j'ai la flemme ou non, c'est pas la question, c'est pas le point de départ. Je suis un sportif de haut niveau, ou je suis un entrepreneur de haut niveau, c'est l'identité que je construis, que j'entretiens. Le sportif de haut niveau, il s'entraîne, qu'il ait envie ou non. L'entrepreneur, il veut atteindre ses objectifs, donc il passe à l'action, il se met au boulot. Et éventuellement, après l'entraînement ou après ce passage à l'action, bah, je me sens bien. Je suis peut-être fier de moi, j'ai la sensation d'avoir avancé. Petite parenthèse au passage, retiens bien le «je suis fier de moi» dans ce contexte-là, parce qu'on va y revenir dans quelques jours, c'est assez important. Mais en tout cas, l'idée de base, c'est que ça semble bien plus pertinent que ce soit l'identité qui entraîne le comportement et qui entraîne ensuite l'émotion, et non l'inverse. Bien plus pertinent, en tout cas, lorsqu'on vise pardon, une très haute performance. Bon, dans l'épisode numéro 225, je suis allé voir, qui s'appelait «Comment gagner 28 médailles olympiques», que j'avais sorti en novembre 2018, ça m'a fait un peu bizarre de voir ça d'ailleurs. Je mentionnais l'exemple de Michael Phelps, l'une des plus grandes légendes du sport, un recordman de médailles d'or olympiques. Et Bob Bowman, son coach, avait écrit un livre qui s'appelle The Golden Rules, que j'avais adoré à l'époque, qui expliquait que Michael Phelps, entre, par exemple, bon, je ne sais plus exactement la durée, mais en tout cas, sur une très grosse période de temps, de 5-6 ans peut-être, il n'avait absolument pas raté un seul entraînement. Il avait une éthique de travail absolument remarquable, et il partageait que son protégé, Michael Phelps, c'était simplement le type de personne qui fait ce qui doit être fait, peu importe comment il se sent. Ok. À l'époque, ça me fascinait parce qu'on parle d'une discipline de fer, on parle d'un contrôle total, on parle une éthique de travail qui est remarquable. Et je me souviens que quand je partageais ça, c'était aussi assez populaire sur le podcast. En tout cas, c'est des idées qui vous parlaient beaucoup.
On comprend bien en fait pourquoi ce modèle est séduisant, on va dire. Si mon émotion dicte sans arrêt mon comportement, je suis fragile en fait. Il y a peu de contrôle, il y a rien d'incroyable qui risque de se passer. Alors que si je pars de mon identité, je réfléchis moins, j'agis, je construis, j'avance. Ça crée de la stabilité, ça crée de la prévisibilité, ça remplit mon besoin de contrôle et bah, je suis convaincu que pour beaucoup d'entre nous, on adhérait à ce type, d'idée à l'époque. C'était une des idées qui faisait qu'on pouvait, atteindre un certain niveau de succès. Je ne vais pas vous dire qu'en réalité, tout ça est un énorme bullshit. Juste, passons à la seconde partie et essayons d'y mettre un peu de nuance. Donc deuxième partie, l'antithèse. L'antithèse est l'énorme coup caché. Par exemple, demandons-nous en quoi cette idée ou cette vision de la performance pourrait être finalement contre-productive, voire même en fait destructrice. Si on reprend l'exemple de Michael Phelps, c'est assez terrible. 5 années de suite sans manquer le moindre entraînement. Donc en fait, un entraînement tous les jours, même les jours fériés, bon bref, peu importe. Euh, recordman de médaille d'or olympique, une légende absolue. Et après, bah, le après, il n'est pas aussi fou. Entre 2018 et 2022, Phelps a beaucoup pris la parole sur le sujet, entre autres, par exemple, de la santé mentale. Il a raconté qu'après les Jeux de Londres en 2012, il a fait une dépression très sévère, il a eu de très fortes pensées suicidaires. Il racontait par exemple à quel point il était complètement perdu, qu'il ne savait plus du tout qui il était en dehors de la piscine, avec en fond cette base que bah, le système qui l'a mené tout en haut est exactement le même système qui l'a ensuite complètement détruit. Parce qu'en fait, on a un premier paradoxe ici, en termes de haute performance. C'est que si on suit ce modèle à la lettre H24, on devient une machine. On est complètement déconnecté de soi-même, de ce qu'on ressent, des émotions qui sont les nôtres. On est coupé de nos émotions, en fait. Elles n'ont aucune parole, elles n'ont pas de place, elles n'ont pas le droit de vote. On préfère ne pas les écouter, elles nous paraissent dangereuses. Un être humain qui se coupe trop de ses émotions, c'est un être humain complètement déconnecté de lui-même, c'est qu'une partie de lui-même, et c'est un challenge monumental d'être heureux dans la vie, de se sentir libre, en paix, etc. C'est impossible en fait. Lorsque mon émotion n'a aucune valeur. L'émotion, c'est un message, c'est pas juste j'ai la flemme ou je suis heureux. L'émotion, c'est un système de navigation. C'est comme un signal sur le tableau de bord. Si je l'ignore, je risque fortement de le payer très cher par la suite. C'est comme conduire avec le témoin moteur allumé en fait. Au début, ça roule, mais à un moment donné, le moteur lâche. Toute forme d'émotion refoulée agit d'ailleurs comme une dette qu'on se prendra en pleine figure plus tard. Et là, on entre dans un cercle très vicieux lorsqu'on suit notre schéma à la lettre, parce que l'émotion que l'on refoule se stocke, elle prend de l'ampleur, elle peut nous faire de plus en plus peur, et donc on s'en protège de plus en plus. On peut chercher à vouloir l'éviter encore plus. Plus elle grossit, plus elle fait peur en fait. Et plus elle fait peur, plus on contrôle, et plus on contrôle, plus on se coupe de soi. Résultat, on a une forme d'excellence dans le faire et un succès extérieur qui paraît évident. Et on a une grande misère dans l'être avec une sorte de détresse intérieure avec le temps. Sans compter le fait que c'est pas très juste de mettre au même niveau une simple flemme qu'une colère ou une tristesse très profonde qui prendrait de plus en plus d'ampleur en fait. Dans ce modèle, on réduit souvent l'émotion à se sentir suffisamment bien pour avoir envie ou non. On la réduit à se sentir fier ou déçu après nos actions. La colère, la tristesse, la peur, l'anxiété ne sont pas des bugs, ce sont des informations, ce sont des signaux. L'excellence, la performance de très haut niveau, ça peut être hyper sexy pour beaucoup d'entre nous. Et ça tombe bien, on peut continuer à l'étudier et on va continuer à l'étudier. Mais dans la façon dont on le faisait, on avait ce truc de vouloir imiter le comportement des plus grands champions. Mais ce qu'on omet dans l'équation, en fait, c'est que parmi ces plus grands champions, très très peu se vantent de vivre une vie heureuse, en paix avec eux-mêmes, en fait. Je parle pas forcément d'une vie équilibrée, je pense pas que c'est ce qu'on recherche, mais en tout cas de se sentir libre, de se sentir en paix, de se sentir vivant. En général, c'est même l'inverse, en fait. La très haute performance a un coût évident. Si vous saviez le nombre d'athlètes avec qui j'ai pu échanger ces 4-5 dernières années, qui performent vraiment à un très haut niveau,
et qui vivent une douleur à l'intérieur très intense, proportionnelle parfois à leur niveau de succès. Le problème, c'est que nous, de notre côté, on étudie leur comportement pour les imiter, mais on ne regarde pas le prix qu'ils payent. En fait, c'est pas très juste. Pourquoi on fait ça? Quel est le vrai problème de tout ça? Et qui a raison, en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Thèse ou antithèse? Est-ce qu'on part de l'émotion? Est-ce qu'on part de l'identité? Avant d'aborder une forme de synthèse, je pense qu'en fait, il faut se poser une autre question, beaucoup plus profonde. Le vrai problème, c'est pas identité versus émotion, par quoi on démarre. Le vrai problème, c'est pourquoi j'ai besoin d'une identité rigide pour performer. Réfléchis-y une seconde. Pourquoi j'ai besoin d'une identité rigide pour performer? Je suis un sportif de haut niveau ou un entrepreneur de haut niveau, ou peu importe. Au fond, qu'est-ce que ça m'apporte vraiment? Bah, c'est important de le voir. Ce que ça m'apporte, c'est un cadre. Ça me dit qui je suis quand je doute. Ça me dit en tout cas qui j'aspire à devenir. Ça me dit quoi faire. Ça me donne un sentiment de contrôle et surtout, ça me donne un sentiment de sécurité. Et c'est principalement ce point-là qui est critique en fait. De cette identité rigide, ça me fait me sentir plus en sécurité. Mon émotion, elle n'a pas le droit de vote, ou en tout cas, elle n'a pas le droit de parole, parce qu'elle représente le chaos, l'imprévisible, la perte de contrôle. Et quand on a besoin de sécurité, et qu'on va en fait, en réalité, malheureusement, chercher cette sécurité à l'extérieur, il n'y a rien de plus terrifiant que le chaos, l'imprévisible et la perte de contrôle. C'est pour ça que dans la performance, on retrouve aussi beaucoup de profils de type contrôle freak. Je protège, enfin, on se retrouve en fait dans un schéma de protéger, plaire, prouver, principalement du protéger et du prouver ici. Je protège mon insécurité, je protège mon sens de contrôle, je prouve ma valeur, je prouve mon identité, je prouve que je contrôle. C'est un système de défense brillant, on est d'accord, mais c'est aussi une forme de mensonge assez noble. C'est un système qui nous permet d'accomplir des choses incroyables, de nous donner une illusion de sécurité, de nous construire une illusion d'identité aussi, parce que c'est pareil, hein, le nombre. Je peux vous poser la question d'ailleurs à tous ici, pour les high achievers qui écoutent cet épisode. Qui êtes-vous quand vous ne performez pas? Qui êtes-vous si on enlève ce masque de la performance? Et si c'est challengeant de répondre à cette question, on a du travail à faire en fait, parce que du coup, on va forcément partir d'un mode survie, on va être bloqué dans cette identité de performeur, on va avoir un amour conditionnel vis-à-vis de soi. Les conséquences, elles sont terribles. Euh, on ne va pas s'aimer quand on ne performe pas. Bon, bref, on reviendra sur toutes ces notions-là. Mais en tout cas, il y a ce truc de, ça nous donne l'illusion de construire une identité solide. Il y a des avantages, mais ça serait plus juste, je pense, de mettre aussi en avant tout ce que ça coûte. Quand on veut vivre, en tout cas, quand vivre une performance durable, dans laquelle on se sent en paix avec nous-mêmes, dans laquelle on sent que c'est tenable sur une très longue durée, quand ça devient important et que ce qui compte, c'est pas juste accomplir, ce qui compte, c'est aussi euh, comment, en tout cas, l'expérience de vie qu'on vit, c'est pas juste construire, c'est pas juste avancer. Bon, bah en fait, ça va nous demander, à un certain moment, d'abandonner cette forme de contrôle absolu. Et en général, d'expérience en tant que coach et à travailler avec beaucoup de high achievers chaque année, c'est là le plus gros challenge. C'est d'accepter que la prochaine étape va être d'affronter la peur, parce qu'en fait, on se cache de cette peur-là, hein, d'affronter la peur, d'abandonner une forme de contrôle absolu. En parallèle, c'est souvent la première vraie porte d'entrée qui fait qu'on va arrêter de construire un système qui performe à l'extérieur et qui, petit à petit, nous détruit de l'intérieur. Pour finir, une synthèse et une invitation. Une réponse simple, pardon, à qui a raison. Est-ce qu'on parle d'émotion? Est-ce qu'on parle d'identité? Évidemment, elle est dans la nuance. Mais la nuance ici, et j'insiste parce que pareil, j'ai vu beaucoup de commentaires récemment par rapport à ces points-là. La nuance, c'est pas trouver l'équilibre entre les deux. La nuance, c'est pas un compromis entre performance et bonheur ou un sujet de un jour je m'écoute, un jour je fonce tête baissée. C'est pas je mets un peu d'identité et un peu d'émotion dans le blender et je mixe le tout et voilà.
La nuance, en fait, c'est changer de carburant. Il y a 2 façons de performer. On en parle tout le temps. La première, c'est de performer, pardon, depuis la défensive. Performer pour quelque chose, performer pour prouver ma valeur, pour me sentir en sécurité, pour atteindre quelque chose qui relève, pardon, d'une forme de fantasme, pour protéger mon identité, pour ne pas être mis de côté, et cetera, et cetera. On en parle tout le temps, le carburant, c'est la peur. OK? La peur de pas être assez, la peur de perdre le contrôle, la peur de pas savoir qui je suis si, je n'agis pas, et cetera, et cetera. À la fois, ça permet d'accomplir des choses incroyables, à la fois le prix, c'est l'épuisement, l'isolement, la déconnexion à soi. La deuxième manière, c'est une manière plus offensive. On arrête de jouer la survie et on joue pour vivre. On performe depuis quelque chose et pas pour quelque chose. On performe depuis la sécurité intérieure, on performe depuis la curiosité, depuis le jeu, depuis l'alignement, depuis qui je suis vraiment, toutes les parts de moi et pas qui je devrais être et pas juste mon ego en fait. Le carburant, c'est la joie, c'est l'inspiration, c'est le jeu, c'est la curiosité. C'est l'inspiration de créer, de contribuer, de connecter et pas de protéger, plaire, prouver. La différence, elle n'est pas juste philosophique, elle est vraiment concrète. En fait, en surface, l'action pourrait être la même. Je m'entraîne quand même, je travaille quand même sur mon projet, je me pousse parfois quand même. C'est l'énergie au départ qui change tout. Et je l'ai aussi beaucoup répété récemment, l'énergie qu'on a au départ, on la retrouve à l'arrivée. Si on part avec de la peur, et j'en vois beaucoup qui me disent, ils sont à fond dans un système défensif, en mode survie, mais ils me disent qu'évidemment, ils sont très inspirés. Ils partent pas de la peur, et je les comprends, mais le simple fait d'avoir peur de perdre du contrôle fait qu'on va on va bâtir un système de performance autour du contrôle. Et ça, par exemple, ça veut dire partir de la peur. Quand on part de la peur, on arrive avec de l'épuisement. Quand on part de la joie et d'une forme de légèreté, on arrive avec de la paix. C'est la même action, c'est pas le même chemin, c'est pas la même vie. Et concrètement, par rapport à notre sujet, la question du coup, c'est pas est-ce que je m'entraîne ou non, ou tiens, je me sens pas très bien, est-ce que je fais quand même, ou est-ce que je remets à plus tard? La question, c'est pourquoi je m'entraîne, pourquoi j'agis. Si à ce moment-là, je sens que d'une certaine manière, en tout cas, ce que ma vie démontre, c'est que je cherche à prouver quelque chose, ou à me rassurer, ou à maintenir une identité qui me protège, bah, c'est pas la même chose que si je viens d'un élan profondément authentique, d'une d'une curiosité qui est très sincère, hem, d'une joie que je peux avoir à créer ou à me dépasser. Bien sûr que si je laisse la moindre émotion, pardon, guider toute ma vie, toutes mes actions, je suis à sa merci. Et c'est aussi vrai que se mettre en action peut impacter positivement notre émotion. Encore une fois, on n'est pas en train de remettre en question l'action, juste le point de départ. Et partir d'une idée, d'une identité, pardon, complète. Quand je dis authentique, c'est vraiment qui nous représente complètement et pas juste une part de nous dans l'ego qui veut performer. Bah, c'est aussi une très belle façon de prendre des décisions au quotidien. C'est tout aussi vrai en tout cas que si une émotion forte a l'air de me titiller, de me déranger, bah, c'est sans doute parce que je lui laisse pas assez de place pour vivre, pour s'exprimer, qu'elle essaye de m'indiquer quelque chose et plus j'essaie de l'étouffer, plus elle va prendre du poids parce qu'elle a un message important à me partager. Et très souvent, ce message, c'est que bah, justement, j'avance d'une énergie qui tend à me détruire plutôt qu'à me construire. Les, euh, les philosophes grecs de l'Antiquité disaient que le vice, c'est dans l'excès, l'excès du manque ou en tout cas pas assez ou trop, et que la vertu était dans l'équilibre. J'insiste encore une fois sur le fait que l'équilibre, ici, c'est rarement un compromis. C'est plutôt un changement radical de perspective. C'est pas performer un peu moins pour être un peu plus heureux. C'est performer depuis un autre endroit, depuis la sécurité intérieure que vers une forme de sécurité. Et ça, c'est tout un travail intérieur passionnant à embrasser. Pour finir, une invitation. J'ai pas de méthode, je suis désolé.
J'ai pas de méthode en 5 étapes ou de formule magique pour tout ça. Déjà parce que je pense pas qu'il y en ait et surtout, je crois plus du tout à ces choses-là. On est tous différents. On peut être inspiré par une méthode générale et puis ça rassure et puis quand on est des control freaks, on adore le fait d'avoir, étape 1, étape 2, étape 3. Mais ça sera jamais suffisamment spécifique pour nous. Ce dont on parle, c'est pas des concepts à comprendre, c'est des expériences à vivre, à ressentir. Une invitation à quelques expériences et réflexions du coup. La prochaine fois que par exemple tu te sens un peu flemmard ou juste fatigué ou anxieux ou quelque chose d'un peu plus fort peut-être, triste, en colère, et que tu sens que le chemin, c'est de t'obliger à agir quand même parce que c'est qui tu es, parce que tu es le genre de personne qui fait ce qui doit être fait, peu importe qu'il en ait envie ou non, parce que tu es quelqu'un de discipliné, etc. Fais juste une pause de 30 secondes. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas agir, mais fais une pause de 30 secondes et demande-toi, qu'est-ce que ça te coûte là maintenant? Par exemple, je vais plutôt le mettre là. Par exemple, quelle est la tension qu'il y a dans ton corps? Où est-ce qu'il y a une tension dans ton corps? C'est un chouette moyen de se reconnecter à ce qui est vivant pour toi sur l'instant. Et ça va pas te tuer, t'inquiète pas. Est-ce que tu as les épaules crispées? Est-ce que tu as la mâchoire serrée? Est-ce que tu as le ventre noué? Et ensuite, demande-toi quelle partie de toi tu es en train d'ignorer. L'émotion, c'est le message. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce message? Peu importe à quel point ça peut nous faire peur, on n'est pas encore en train de prendre des décisions, mais qu'est-ce que l'émotion me demande d'entendre ou d'écouter? Encore une fois, c'est principalement ça, hein. C'est principalement un message qui demande à être écouté. Je dis pas qu'il faut changer quoi que ce soit, juste il y a un premium incroyable pour nous tous à juste commencer à observer, à juste sentir le coup. Parce que tant qu'on ne sent pas le coup, on peut pas faire de choix conscient et on est très souvent drivé par de la survie et de l'ego. Peut-être qu'après avoir observé, tu décides quand même d'avancer et dans un premier temps, c'est parfait comme ça. Je sais pas si c'est juste ou pas dans ton système, mais c'est parfait comme ça, c'est déjà une belle première étape. Peut-être que tu feras autre chose et tu prendras conscience que parfois, ce qu'on considère être de la faiblesse, parce qu'on va pas faire exactement ce qu'on s'était dit, c'est une forme d'intelligence. OK? Et de là, de cet espace de réflexion et de travail, sur une sécurité intérieure bien plus présente et consciente, on peut avoir les 2. Ça se construit pas en 3 semaines. Je pense moi-même avoir mis 2, 3, 4, peut-être 5 années à déconstruire ce mode de fonctionnement-là, à traverser des moments pas que sympas. Chaque chemin est différent évidemment, mais on parle souvent, pour des high achievers, d'un mode de fonctionnement d'une vie entière à revoir. C'est normal que ça prenne un peu de temps. Néanmoins, c'est un magnifique chemin, qui vaut la peine d'être vécu, qui vaut le coup. Je disais, de là, on peut avoir la performance de haut niveau et un réel équilibre à l'intérieur. Peut-être pas la performance la plus haute possible ou le plus haut niveau possible, soyons honnêtes, mais je suis convaincu que Michael Phelps, il aurait bien échangé la moitié de ses médailles olympiques contre une expérience de vie qui ne le pousse pas à avoir envie de se la retirer. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. N'hésite pas à me partager où tu en es sur tout ça. Surtout pour toi d'ailleurs, c'est toujours chouette de mettre des mots sur ce qui se passe. Puis moi, je serais ravi de te lire, évidemment. Je vais continuer comme ça de reprendre d'anciennes idées et de les mettre à jour, en fait, peut-être, de voir comment les retravailler. Je te retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Je te souhaite une excellente journée. À très vite.